merci d'être là aujourd'hui pour notre conférence sur le feedback design. Et on va commencer directement dans le vif du sujet. J'aimerais que vous leviez la main, ceux qui ont déjà dit une phrase du type « j'aime pas ce bouton »,« j'aime pas ce composant »,« j'aime pas cette page », sans donner plus d'explications. Ah cool. Merci à tous de jouer la carte de l'honnêteté. Moi aussi. Et du coup, moi aussi, je suis Camille Fournier, je suis Quality Engineer. Et aujourd'hui, le feedback, ça fait partie intégrante de mon métier en tant que testeuse. Je fais principalement des feedbacks toute la journée. Mais je n'ai pas tout de suite su comment faire de bons feedbacks. Je suis passée par des feedbacks assez ratés. Et j'aimerais vous raconter une première anecdote qui m'est arrivée très tôt dans ma carrière. J'étais stagiaire depuis pas très très longtemps. Une boîte d'une dizaine de personnes, donc on faisait beaucoup de choses ensemble et beaucoup de communication entre les services. Et j'avais une collègue stagiaire qui était chargée de faire une bannière pour présenter un événement qui allait être fait par l'entreprise pour laquelle on travaillait. Donc elle devait intégrer la bannière sur le site internet. Et c'était une bannière elle a choisi d'utiliser du vert et d'intégrer dessus l'icône de l'événement qui était verte également. Et moi, du coup, avec toute l'humilité d'une stagiaire qui est dans l'entreprise depuis 2 semaines, j'ai dit quelque chose du style « mais là, il faut changer le vert, non ?» Bon, ça a un peu fait un raté, on m'a un peu expliqué que c'était pas comme ça, qu'on faisait des feedbacks, qu'il fallait peut-être être un peu plus concret, un peu moins brut de décoffrage. Donc j'ai appris, parce que en fait, ce qui me posait problème moi dans mon feedback, c'est que le fond, je considère encore aujourd'hui qu'il était assez pertinent. Pourquoi est-ce que ça me dérangeait ce vert ? C'est parce que d'une part, ça faisait du vert sur du vert, donc en termes de contraste, c'était pas dingue. En termes d'accessibilité, ça marchait pas très bien non plus, parce que du coup, il y avait vraiment cette espèce de manque de contraste qui faisait qu'on n'arrivait pas à lire l'icône. Il y avait aussi le fait que le vert, c'était utilisé partout sur le site internet. Du coup, c'était aussi la couleur des sitiers, c'était aussi la couleur du menu. Enfin, du coup, c'était pas très lisible. Donc, je regrette un peu de ne pas avoir réussi à faire un feedback dans lequel j'ai réussi à être entendue, parce que concrètement, ça a été ça. De fait, comme mon feedback n'était pas pertinent, était trop basé sur j'aime ou j'aime pas, j'ai pas du tout été écoutée. Donc, j'ai appris, je me suis améliorée, et aujourd'hui, j'ai proposé à Margot qu'on fasse une conférence ensemble sur ce sujet-là, parce que moi, je donne des feedbacks, elle en reçoit beaucoup, et l'objectif, c'était vraiment qu'on arrive à faire ressortir les astuces pour pouvoir faire des feedbacks plus cohérents. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais prendre 1 minute pour remercier les partenaires de l'Agile Tour qui nous permettent d'avoir 2 jours de conférence entièrement gratuits. C'est quand même plutôt chouette. Et également, on voulait vous rappeler qu'il y a le forum des partenaires qui aura lieu cet après-midi encore à la cafétéria. Donc c'est, je ne sais pas, là-bas, je crois. C'est dans l'autre bâtiment en tout cas. Voilà. Pour revenir un petit peu plus sur qui on est, déjà Margot et moi, on travaille chez ILEC. ILEC, c'est un fournisseur d'énergie verte dont le siège social est à Toulouse et qui a des bureaux à Bordeaux également. Donc moi, je suis Quality Engineer. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille dans la tech. Et donc, le principal de mon métier, c'est de regarder ce qui a été produit par les équipes techniques, mais aussi ce qui est produit par les équipes de designers, par les équipes produits, et d'essayer de faire en sorte qu'on ait la meilleure qualité possible du produit final pour l'utilisateur. Donc je vais poser beaucoup de questions, je vais faire beaucoup de retours, c'est vraiment le cœur de mon métier. Et moi, du coup, je suis product designer. Mon rôle dans l'entreprise, c'est d'être présente un petit peu sur toutes les étapes du projet. J'arrive déjà sur la phase de discovery où avec les PM, on va aller creuser des sujets, on va chercher en tout cas des sujets qu'on veut traiter. Et je travaille sur la partie conception, maquette, donc j'interviens aussi beaucoup avec les développeurs, avec l'équipe technique, les équipes métiers, et je suis ce processus-là jusqu'à la mise en prod, c'est-à-dire que je suis un peu la référente, c'est une question sur les maquettes ou quoi que ce soit, ou même sur l'expérience utilisateur. Toute l'équipe vient me poser aussi ces questions, donc moi je suis habituée aussi à être la personne à qui, en tout cas, on vient donner du feedback. Et c'est pour ça qu'avec Camille, on est là aujourd'hui en binôme pour vous parler de notre expérience. Et donc, pourquoi est-ce qu'on vient vous parler de feedback aujourd'hui à l'Agile Tour ? Eh bien, tout simplement parce qu'au sein d'une organisation agile, tout le monde est impacté par le feedback et tout le monde a son rôle à jouer. Quel que ce soit son poste, son rôle dans l'équipe, vous allez être amené à donner du feedback parce que votre objectif, c'est de faire en sorte que le produit ou la fonctionnalité sur laquelle vous travaillez soit la meilleure possible. On est tous dans le même bateau, on veut tous que ça fonctionne, donc on est là pour travailler en équipe.
Et du coup, dans une équipe agile aussi, souvent, on est dans des équipes qui sont pluridisciplinaires, ce qui veut dire qu'il va y avoir différents corps de métiers qui seront représentés, donc différentes expertises. Ça implique aussi que, du coup, tous les avis ne sont pas des avis d'experts. Lorsque vous avez un avis sur une maquette, il ne vient pas forcément de quelqu'un dont c'est l'expertise. Ça peut être quelqu'un qui est très novice. Et le fait qu'il y ait ces différences de niveau d'expertise, c'est très bien intégré côté dev. On a ce qui s'appelle les code reviews. Les code reviews, c'est rien d'autre qu'un rituel d'échange de feedback entre experts sur ce qui est livré. A priori, on ne verra jamais un développeur aller demander à Margot ou à n'importe quel product designer « Est-ce que tu peux me faire un retour pour savoir si mon code il est suffisamment maintenable ?» Et pourtant, quand un designer présente son travail, donc présente une maquette ou un parcours utilisateur, ben là, c'est un peu comme si on était tous devenus experts de l'expérience utilisateur, qu'on savait exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et que du coup, nos avis se valent. Ça, moi, je l'interprète un peu comme une manière de considérer le travail du designer comme un métier créatif, où en fait, la seule chose qui compte, c'est la créativité, c'est de l'intuition, et du coup, tout le monde en a une d'intuition. On a de la subjectivité, et puis après tout, on utilise tous des interfaces, donc on a un peu tous un avis dessus. Sauf qu'en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière, il y a une vraie expertise, et c'est important de considérer que, oui, on n'est pas expert dans l'expérience utilisateur. En tout cas, pas nativement, quoi. Et en tant que designer, l'importance de recevoir du feedback, elle est aussi là pour venir challenger nos idées, impliquer les équipes aussi, parce que justement, c'est un travail commun. On n'a pas envie de siloter ça. Ce n'est pas que le design qui a tout entre les mains. C'est vraiment un travail d'équipe. Chacun a son expertise à apporter. Et donc, le but, c'est d'impliquer, challenger et aussi unifier chacun pour qu'on soit tous d'accord aussi sur la solution et que ça ne crée pas des problèmes finalement à la suite du projet, mais plutôt qu'il n'y ait pas de non-dit, finalement. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu entre faire du feedback à tout va et peut-être le faire de manière un peu mauvaise. Donc, ce qu'on va essayer de réduire aujourd'hui et ce qu'on veut vous rappeler, c'est l'importance de continuer à faire du feedback. Il ne faut pas se taire. Justement, tout est bon à dire si on le dit de la bonne manière. Si on fait juste un petit retour en arrière sur aussi qu'est-ce qui nous a amené à faire cette conférence, c'est qu'aussi avec Camille, on est passé par des organisations qui étaient très différentes. Moi, j'ai travaillé en start-up, en agence, en app studio, donc c'est des organisations qui sont assez différentes et on peut être amené à recevoir du feedback de plein de personnes différentes. Quand on est en agence, la personne qui nous fait du feedback, c'est le client. Le client, il n'a pas d'expertise design. En général, c'est juste un entrepreneur qui a monté sa boîte et c'est lui finalement qui va avoir le tampon final pour nous faire du feedback et pour valider le projet. Et ces personnes-là, elles n'ont pas forcément l'expertise. Pareil pour la partie stratégie, CEO, parfois ils ne savent pas utiliser les bons mots. Et c'est pour ça que c'est intéressant de montrer à tout le monde qu'est-ce que c'est un bon feedback design pour que ça fasse évoluer le produit dans le bon sens. Et du point de vue organisationnel aussi, on peut s'interroger sur la place qu'on a chacun dans les équipes, et notamment côté QA. Donc là, je vois qu'il y en a quelques-uns. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais moi, par exemple, j'ai été intégrée à des équipes techniques, j'ai été intégrée à des équipes produits, j'ai aussi été dans une équipe QA qui existait en tant que telle, séparée un peu du reste. Et ça détermine quand même pas mal ce qu'on va attendre comme type de feedback de ma part. Est-ce que je vais être intégrée au rituel de l'équipe produit, à la conception, ou est-ce que je vais arriver plutôt sur la partie développement? Est-ce que je vais pouvoir faire des code reviews avec les développeurs, ou est-ce que je vais au contraire participer aux ateliers de co-conception, etc. Donc ça va aussi pas mal structurer la chose. Et ce qu'on veut dire aussi par là, c'est qu'on ne peut pas juste parler de feedback sans parler de la structure qui est autour et qui va avoir une influence aussi sur la manière dont est pris le feedback. Par exemple, lorsqu'on est dans une structure qui est très hiérarchisée, vous pourrez faire ce que vous voulez, un feedback, ce sera quasiment un ordre. Et c'est un peu dommage parce que, en fait, on renie l'expertise de la personne qu'on paye en tant qu'expert et on vient dire, voilà, moi je suis CEO et je considère que cette couleur, ça va pas. Ça rappellera des souvenirs à certains. Et du coup, on doit revoir la copie alors que, en fait, le feedback n'avait pas tant de valeur que ça. Donc ça, c'est aussi un truc auquel vous pouvez prêter attention, notamment si vous avez un impact sur la structure de votre organisation. Il faut trouver les méthodes pour favoriser le feedback de manière intelligente, sans forcément que ce soit un ordre. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de comment faire un feedback qui fait mouche, comment ne pas rater son feedback, comment pas faire comme moi avec juste « faut changer le verre » sans explication. Et la première thématique dont on va parler, c'est la question du timing.
Alors, il n'y a pas de secret. En vrai, il n'y a pas de mauvais timing pour faire un feedback en soi. À tout moment toutes les étapes du projet, c'est intéressant d'avoir des retours sur ce qu'on est en train de faire. Par contre, il va falloir adapter le contenu en fonction de justement à quelle étape du projet on est. Et là-dessus, il y a une chose qui est importante, c'est que toutes les équipes ne sont pas forcément intégrées à toutes les étapes du projet. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai constaté en faisant partie des équipes justement techniques. C'est qu'il arrive que notamment sur les étapes d'exploration ou de conception, on ne soit pas consulté et qu'ensuite on nous présente une maquette et qu'à ce moment-là, on dit bah oui, mais du coup, là, il va y avoir un impact technique fort, quelque chose qu'on n'a pas anticipé et qui va peut-être nous amener à revoir ce qu'on est en train de faire. Le problème quand on se retrouve dans ce genre de situation, c'est que, étant donné que les équipes produits ont déjà investi beaucoup de temps, on va avoir le choix entre soit on revient en arrière sur ce qu'on a déjà conçu, on repart de zéro, on prend en compte le feedback technique et on essaie d'améliorer, soit on continue sur ce qu'on a fait. Ça va générer de la frustration pour les développeurs parce que, après tout, pourquoi on leur demande leur avis si c'est pour qu'au final ils ne soient pas écoutés. Ensuite, on sait qu'on prend des risques techniques, mais on y va quand même. Jusqu'où ça va nous mener ? Est-ce qu'on est en train de créer de la dette ? Et le problème, c'est qu'on va souvent choisir cette deuxième option à cause d'un biais qui est le biais des coûts irrécupérables, qui est que on a déjà trop investi, ça va nous coûter plus cher de revenir en arrière. C'est pas toujours vrai, surtout quand il s'agit de dette technique. Donc déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est de faire du shift left. C'est une notion que j'aime beaucoup. Le shift left, ça consiste en quoi ? Ça consiste dans le fait de représenter tous les corps de métier, quelle que soit l'étape du projet. Donc c'est en gros contrer un petit peu l'effet qu'on peut avoir parfois, où, donc ça c'est la frise du projet, et les équipes techniques, elles vont arriver là, à peu près, mais elles sont complètement absentes ici. Nous, ce qu'on propose, c'est de faire en sorte qu'on ait des feedbacks de la part des équipes techniques et de la part des équipes produits à tout moment du projet. Alors bien sûr, au tout début, dans l'exploration ou la conception, on ne va pas attendre trop de feedback technique. Mais si on a les équipes qui sont représentées, les points les plus importants, les risques les plus saillants vont quand même être évoqués. Donc ça, c'est très important de pouvoir impliquer toutes les équipes. Et du coup, ce qu'on vous propose de faire, c'est de revoir un petit peu comment nous, chez ILEC, on a mis en place des rituels pour récupérer du feedback. Parce que vous pouvez être dans le rôle du designer où vous avez l'impression de travailler et vous êtes frustré ou déçu qu'on vous fasse des feedbacks que sur la partie, une fois qu'on arrive en développement, ou à contrario, vous pouvez être partie des équipes techniques ou stratégiques et pareil, vous êtes un petit peu déçu quand on vous demande votre avis, soit pendant le développement, soit une fois que c'est en prod. Et donc nous, chez ILEC, on essaie de mettre des rituels en place qui nous permettent de récupérer du feedback et d'intégrer toutes les équipes dès le début du projet et du coup d'obtenir du feedback beaucoup plus qualitatif. Donc par exemple, pendant la phase d'idéation, on va aller chercher à impliquer tout le monde. Ça peut être de façon synchrone ou asynchrone. Donc on va leur demander du benchmark. En tout cas, on va leur parler un petit peu de notre projet. On va faire des petites explications et on va demander à tout le monde de contribuer. On va aussi faire des ateliers de co-conception. Donc là, tout le monde en synchrone. On se retrouve tous autour de la table. On va parler du sujet et on va demander à chacun d'exprimer un petit peu ses besoins. Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il voit sur le projet, est-ce qu'il y a des risques à identifier. Ça permet de mettre tous les stakeholders autour d'une même table et de commencer déjà à identifier des problématiques qui sont très bien identifiables pendant la phase d'exploration et qui évitent d'être identifiées pendant le développement. Pendant la phase de conception, on fait ce qu'on appelle des daily design. Donc, entre designers, on se présente un petit peu nos sujets, on se les montre, on se challenge. « Ah, t'as pensé à ça, moi je suis en train de travailler là-dessus, ça pourrait aussi t'inspirer. » On fait des product reviews, on demande à chacun, pareil, nos stakeholders, les leaders, d'être présents. On va présenter le projet, les solutions qu'on est en train d'envisager à un moment où il n'y a pas encore la validation finale et ce n'est pas frustrant si on nous dit non. Parce que c'est ce retour-là en arrière qui peut être très dur. Et une fois que tout ça c'est un peu plus avancé, on fait un refinement, là avec l'équipe technique, où on va vraiment aller dans le cœur du sujet. Et logiquement, on les a intégrés quand même assez tôt pour qu'il n'y ait pas de nouvelles problèmes qui soient identifiés. Mais en tout cas, on essaie d'intégrer au maximum et de générer de la discussion.
Ensuite, dans les phases de développement, les rituels qu'on a chez ILEC, c'est également la daily de la squad. Alors je sais qu'on peut se poser la question, est-ce que les daily c'est toujours bien pertinent? Est-ce qu'on en ressort des choses utiles? Nous déjà, pour contrer l'effet parfois un peu rébarbatif des daily, on fait des daily qui ne sont pas par personne, mais par sujet. Donc on va vraiment prendre les sujets les uns après les autres. Et ça permet à toutes les équipes qui travaillent sur le sujet de parler au même moment. Par exemple, quand en tant que QA, par exemple, si on me demande dans la daily, toi, tu as bossé sur quoi? Je vais revenir sur tous les sujets dont on a parlé avant, parce qu'a priori, je suis passée sur à peu près tous les sujets. Alors que quand on le fait par sujet, si j'ai quelque chose à dire sur le test dans cet US précisément, je vais pouvoir l'exprimer au moment où on en parle, et pas en décalé. Ensuite, on a aussi les peer reviews. Alors les peer reviews, là, on entend deux choses. Soit les reviews qu'on fait, par exemple, Margot et moi, sur le produit... Non, pardon. Je vous parle de quelque chose en amont là. Les peer reviews, là on parle de code review en fait, on parle vraiment des reviews entre développeurs. Donc là aussi ça va être le moment de faire de l'échange de feedback. Ça peut aussi être un moment où on va aller chercher des développeurs qui sont dans d'autres équipes sur lesquelles potentiellement ce sur quoi on est en train de travailler peut avoir un impact sur ce sur quoi eux travaillent. Et on peut aussi faire des points intermédiaires. Là, c'est un peu plus informel, c'est un peu dépendant de l'ampleur du projet. Quand on est sur un projet effectivement de grande ampleur, qui implique plusieurs équipes, qui nécessite de respecter des deadlines ou des choses qui sont plus conformité, etc., on va pouvoir faire ces points intermédiaires pour voir s'il n'y a pas de surprise pendant le développement. Ensuite, dans les phases de review... Non, ça ne marche pas. Il y a un petit... Hop, voilà. Non, ça ne marchera pas. Pendant les phases de review, on va vraiment faire tout ce qui va être test. Ouais, c'est bon. On va pouvoir faire tout ce qui est test avec la QA, avec le design. Donc là, c'est les QA design, QA fonctionnel. On peut les faire ensemble, comme je le disais donc, en amont. Donc par du pair testing, où là, on va vraiment chercher, Margot et moi, à faire le test en même temps pour voir si on a des choses qui nous interrogent toutes les deux. Et le pair testing, ça peut aussi être avec les développeurs pour qu'ils nous expliquent plus précisément dans le code ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, comment se font les interactions entre le front et le back, etc. Et que nous, on puisse du coup adapter nos tests. Et ça, c'est des moments où... Ouais, pardon, désolé. C'est des moments où, du coup, aussi, on peut avoir des feedbacks qui sont des feedbacks sur le parcours utilisateur qu'on n'avait pas anticipé dans les maquettes. Ça peut se produire notamment parce que, en fait, on conçoit quelque chose de statique quand on fait une maquette. Et lorsqu'on l'utilise réellement dans l'application, dans le site Internet, on va peut-être se retrouver avec des problématiques qu'on n'avait pas anticipées. Donc ça arrive aussi. Il vaut mieux qu'on fasse les feedbacks à ce moment-là plutôt que de ne pas les faire du tout. Et après, une fois en prod, là, logiquement, on ne cherche plus de feedback interne. Là, tout le monde a déjà dit son mot à dire, c'est trop tard. On va plutôt aller chercher du feedback utilisateur. On a quand même mis observation interne parce que nous, chez ILEC, on travaille du coup principalement avec Ami sur l'espace client et l'application mobile. Faut savoir que beaucoup d'employés sont aussi clients en tant que du fournisseur d'énergie de chez ILEC. Donc parfois ça ramène aussi un peu de monde à nous faire des petits feedbacks. Mais logiquement, en ce moment-là, on va chercher vraiment à creuser nos utilisateurs, voir s'ils ont du feedback et monitorer aussi de la data, donc pour aller chercher du feedback d'usage. Et donc notre petit conseil là-dessus, sur cette partie temporalité, c'est vraiment de créer et de vous approprier vos propres rituels pour donner et recevoir du feedback. Parce qu'en fait, plus vous allez laisser de la place aux équipes pour vous en donner, déjà, ils auront l'occasion de vous en donner. Et ils n'auront pas cette sensation un petit peu d'être restreints ou d'avoir cette frustration de me dire de toute façon, ils ne m'ont pas demandé mon avis et j'aime pas, mais je ne leur dirai pas. Donc là, vraiment, on les intègre dès le départ en disant non, mais en fait, on a besoin de vous et ce n'est pas un travail individuel. C'est vrai que en plus, nous, on a des bureaux à Bordeaux, mais toute la boîte, sinon, est aussi soit à Toulouse, soit en full remote. Donc c'est très facile aussi d'être un peu recroquevillé sur soi. On dit j'ai pas les interactions au bureau avec tout le monde. Donc vraiment, c'est important de créer ces rituels-là pour que tout le monde ait la place de partager son avis. Ouais, et ce qu'on vous a présenté ici, c'est ce qu'on utilise chez ILEC. Il y a énormément d'autres types de rituels qui permettent d'avoir du feedback. On parlait hier avec Yats de les Tres Amigos. Il y a également... il y a des rituels que vous allez pouvoir adapter à votre contexte. Ensuite, la deuxième thématique concernant les feedbacks, c'est qu'on va chercher à tirer profit en fait, de l'interdisciplinarité. On parlait tout à l'heure du fait qu'on était dans des équipes dans lesquelles il y avait plusieurs corps de métier, donc plusieurs expertises.
L'objectif d'avoir des feedbacks, et notamment de recueillir des feedbacks côté design ou produit, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir des retours qui sont pertinents pour l'expertise des personnes qu'on consulte. C'est-à-dire que, en tant que designer, Margot, elle a déjà des rituels pour avoir des retours sur des avis de designers. Ce qu'elle va chercher lorsqu'elle présente un produit, une maquette, etc., c'est l'expertise de la personne, son expertise propre. Pour ça, on va chercher donc du coup à favoriser le partage et les échanges. Donc on parlait tout à l'heure des rituels. Bien sûr, les rituels, c'est une part très importante, mais les rituels, ils sont toujours intégrés dans le cadre d'un projet. On peut aussi aller un peu plus loin et faire par exemple des formations ensemble, même si c'est des formations spécialisées sur un aspect. Par exemple, on peut proposer aux développeurs de suivre des formations sur l'ergonomie, sur l'expérience utilisateur. On peut proposer aux designers de venir à l'Agile Tour et de comprendre, par exemple, via des ateliers comme le refacto ou ce genre de choses, qu'est-ce que ça implique de faire une refacto technique, pour qu'on ait une meilleure compréhension globale du métier des uns et des autres. Ça peut aussi être faire des vies ma vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai un peu expérimenté, où du coup, on prend quelqu'un qui ne fait pas notre métier, on l'amène avec nous à côté de notre bureau, quand on est dans les bureaux, et on lui propose de voir comment se déroule notre journée, voir qu'est-ce que ça implique. Et ça permet de vraiment comprendre ce qui est mis derrière le fait de faire une maquette. C'est pas juste dessiner sur une feuille et faire des rectangles et des carrés. Ce qu'on va chercher aussi, c'est avoir des feedbacks dans lesquels ce qu'on va chercher, c'est de chercher à comprendre pourquoi. Souvent, c'est pas, l'objectif, c'est pas de dire ça a été mal exécuté. C'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a exécuté comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là à ce moment-là. Et souvent, c'est ici en fait que va se retrouver potentiellement un regard différent selon nos expertises. Par exemple, il arrive que des équipes techniques fassent des choix en se disant c'est ça qui va être le plus simple techniquement à implémenter. Sauf qu'en fait, si elles n'ont pas demandé aux équipes concernées, elles risquent de tomber à côté. Donc on va avoir une expérience utilisateur qui est dégradée parce que le choix a été fait pour une économie technique. Donc là, quand on se retrouve à demander, par exemple, dans une maquette, pourquoi est-ce que là, tu as choisi de mettre le parcours de cette manière ou de mettre le bouton à cet endroit-là, on va se retrouver avec des arguments sur lesquels, là, on va pouvoir interagir, quel que soit notre niveau d'expertise. Et enfin, le dernier point, c'est aussi de rester humble. Ça paraît facile dit comme ça. Quand on parle d'humilité, on parle aussi bien de l'humilité de la personne qui donne le feedback. Il faut arriver à comprendre que, oui, c'est pas notre métier. Potentiellement, il y a des choses qui nous échappent. Moi, je ne sais pas comment on construit une maquette de manière à ce qu'elle soit accessible, par exemple, notamment aux personnes qui vont avoir des déficiences visuelles. Du coup, si quelqu'un me dit « j'ai fait ce choix-là parce que c'était ce qui était le plus accessible », moi, je ne peux pas faire autre chose que de dire « ok, c'est toi l'expert, je te crois. C'est pas mon expertise ». Et il y a aussi l'humilité de la personne qui reçoit du feedback, qui doit aussi comprendre que peut-être qu'elle peut faire des erreurs, que peut-être qu'elle peut avoir eu une mauvaise intuition, ou que, par exemple, sur une expertise, en tout cas une anticipation d'un effort technique, elle s'est peut-être trompée. Donc c'est aussi chercher à rester dans l'écoute et dans l'échange, plutôt que juste dans l'ego, quelque part. Et du coup, pour continuer un petit peu sur cette interdisciplinarité et comment on la met en place et surtout comment on amène les gens et toutes les équipes à mieux comprendre comment nous, on travaille au niveau design, on a mis en place des principes de design. Donc, c'est des sortes de piliers sur lesquels on se base pour construire nos maquettes. Et on va amener en tout cas les équipes à les comprendre et à comprendre ces notions, qu'est-ce qui se cache derrière pour faciliter les échanges. Le premier point, c'est la cohérence avec le design system. Quand on construit un produit ou une fonctionnalité, on va chercher à ne pas tout refaire de zéro à chaque fois. On va logiquement retravailler avec l'existant. On va aller voir ce que l'équipe technique a déjà développé comme composant. En tout cas, on va essayer de créer quelque chose de cohérent. Donc, on peut s'attendre à avoir du feedback sur la cohérence. Après, on vous a prévu des petites mises en pratique. Ça sera aussi simple pour comprendre comment les utiliser au quotidien. On parle aussi des biais cognitifs et schémas mentaux. Donc, parfois, on peut se poser des questions de pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là ? Et bien, en fait, en tant que designer, on se base aussi sur les biais cognitifs et les schémas mentaux. Les schémas mentaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'avoir des connaissances et des croyances qui sont ancrées. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est parce que c'est des choses qu'on a tellement vues que c'est devenu ancré et généralisé pour chacun. On pense souvent à l'icône de la disquette qui veut dire enregistrer. En fait, si vous voyez juste cette icône-là, vous savez que ça veut dire enregistrer. C'est juste parce que vous l'avez tellement vu dans votre quotidien que c'est ancré. Et nous, en tant que designer, on va utiliser ces schémas mentaux-là
pour améliorer l'expérience utilisateur. Et en tout cas, créer des choses qu'ils vont facilement reconnaître. Le contexte utilisateur, donc là, c'est qu'est-ce qu'on vise à faire à notre utilisateur? Quel est l'impact qu'on vise? On vise à ce qu'il complète un formulaire. Ok, je veux que mon formulaire il soit simple, je veux que le bouton de validation il soit clair, il soit visible. Donc je vais construire ma maquette en ce sens-là. Je vais faire des choix qui m'amèneront en tout cas à réaliser ce contexte utilisateur. Et enfin, l'effort technique, parce que même en tant que designer, on essaie de se mettre à la place de l'équipe technique. Nous, notre but, c'est pas de faire que du beau, c'est aussi que la maquette que j'ai construite, elle puisse arriver en prod assez rapidement parce que je sais qu'elle a un intérêt pour mon utilisateur. Ça peut avoir un intérêt aussi sur le business. En tout cas, je sais qu'il y a un vrai rôle à jouer, donc je veux que ce soit mis en prod rapidement. Donc logiquement, mon rôle, c'est aussi de faire en sorte de trouver des solutions techniques pour que ce soit mis en prod rapidement. Et donc, à partir de tous ces principes-là, logiquement, déjà, si toute l'équipe les partage, les comprend, on va arriver à mieux se comprendre les uns les autres et avoir des échanges qui sont beaucoup plus constructifs. Et donc, le petit conseil qu'on peut vous donner, c'est les présenter. Déjà, c'est créer vos propres principes. Donc ça, c'est ceux qu'on a chez ILEC et qu'on essaie de mettre en place. Mais comme disait Camille, toi, tu as déjà fait des ateliers avec toute l'équipe, comme ça, où vous définissez ensemble quels sont vos principes. Et ça permet de prioriser aussi les sujets et quels sont les feedbacks qui vont être prioritaires. Si on veut... un des principes, c'est vraiment la partie design émotionnel, on veut quelque chose de très beau, vraiment du pixel perfect, et que ça fait vraiment partie des valeurs de l'équipe, très bien, c'est un pilier qui va être important, il faut que tout le monde le partage, et on va prioriser des feedbacks qui visent à rendre l'expérience vraiment premium et pixel perfect. Et donc, comment on met tout ça en application et comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser les mots justes pour faire un bon feedback? Eh bien déjà, on va prendre un peu le schéma à l'envers. On est parti vraiment de feedback qu'on a déjà entendu. Quand je travaillais en start-up, mon manager finalement est la seule personne vraiment qui faisait du produit avec moi dans l'équipe parce qu'on était très peu. C'était mon CEO. Donc, comme disait Camille, c'est un peu la personne aussi qui te donne des ordres à la fin. Il pouvait vraiment dire en réunion en mode « Ah non, mais ça, je mets mon veto là-dessus, c'est mort ». Et sans expliquer pourquoi ou des choses comme ça. Et on crée une nouvelle fonctionnalité qu'on voulait vraiment mettre en avant, qui apportait pas mal de valeur. Et pour ça, on s'est dit peut-être qu'il faudrait tester d'utiliser une autre couleur pour la mettre aussi bien en valeur et montrer que c'est quelque chose de nouveau. Et il m'avait dit, cette couleur n'a aucun sens. Oui. Ça ne fait pas avancer la discussion. En fait, c'est le genre de feedback qui amène juste à se poser encore plus de questions. Et du coup, comment est-ce qu'il aurait pu faire un meilleur feedback pour éviter ça? C'est de nous dire déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise ce vert? Pourquoi? Juste poser la question. Donc, ce que disait Camille, on cherche à comprendre la décision qui est prise. En tant que designer, mon rôle, c'est aussi de savoir justifier mes choix. C'est pouvoir lui expliquer et puis aussi c'est pouvoir me tromper, c'est peut-être être challengé, sortir de mon idée, mais en tout cas on cherche à créer une discussion et pas imposer un retour. Et donc pourquoi est-ce qu'on utilise ce vert? On ne l'utilise nulle part ailleurs et il ne fait pas partie de notre design system. Donc là on vient poser une question, donner un argument en se basant sur le principe de la cohérence avec le design system. Donc là, en fait, on crée un échange qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus actionnable aussi. Je peux lui répondre très rapidement. Voilà pourquoi on a fait ce choix-là. Et ça crée une discussion. Alors que l'autre, ça n'a aucun sens. Ça va créer de la frustration. Je vais être... en vrai, je vais me braquer parce que je vais me dire, super, en fait, ça fait 2 jours que je suis sur le sujet. Il m'a vraiment mis ça en commentaire Figma sur ma maquette. C'est pas très motivant. Un autre type de retour que moi j'ai beaucoup entendu, c'est quand on présente quelque chose aux équipes techniques et que leur première réaction c'est de dire ça c'est un XL. On noterait en plus le petit smiley parce que ça arrive de plus en plus qu'on ait des échanges par écrit. Bon, il y a des choses qui vont dans ce feedback. Déjà, je parle de mon expertise. Je fais partie de l'équipe technique, je te parle de mon expertise, je te donne mon retour sur ce que moi, développeur, je vais pouvoir en penser.
Par contre, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Bon, déjà, le petit smiley, hein, Oula, à bannir le petit smiley. En plus, ce genre de smiley, ça paraît hautain. Il vaut mieux formuler ça de manière gentille plutôt que de formuler ça de manière un peu brute, mais de mettre un petit smiley comme si on était gentil. Comment on peut le reformuler, du coup? C'est de dire, ce composant, ça demande un dev custom. Ce que tu me demandes de faire, je dois faire vraiment un dev spécifique. Est-ce que ça a une plus-value pour l'utilisateur? C'est quoi l'intérêt, finalement? Ou est-ce qu'on peut réutiliser un composant existant? Et là, c'est pareil, on va chercher à comprendre pourquoi le choix a été fait, donc on va chercher à vraiment identifier les raisons. Et ça peut être pour des très bonnes raisons qu'on fasse un dev custom. Ça peut être parce que, par exemple, on va mettre derrière une action qu'on n'avait encore jamais intégrée dans le produit, ou alors c'est parce qu'on veut justement que ce bouton soit spécifique. Il peut y avoir de très bonnes raisons. Ou alors ça peut aussi être juste, oui, effectivement, je n'avais pas anticipé qu'on avait quelque chose qu'on pouvait réutiliser. Donc on va aller piocher dans les composants du design system et puis on va avancer comme ça. Ce qui fait que ce feedback de ce ticket, c'est un XL qui donne un peu envie que, qui donne un peu l'impression que de toute façon, ça va me demander de faire des efforts et j'ai pas très envie, donc on va pas trop y aller. Là, ça devient une discussion dans laquelle potentiellement, effectivement, l'effort il va être réduit si on a de bonnes raisons d'utiliser le composant existant. Ou alors, on va comprendre pourquoi on doit faire cet effort, ce qu'il justifie, et donc quelle est la plus-value utilisateur qu'on cherche à la fin. Donc là aussi, on se rebase sur les principes du design system en cherchant la cohérence avec le design system et la question de l'effort technique. Et enfin, je n'aurais pas mis le bouton ici, ce n'est pas très UX. La phrase « ce n'est pas très UX » ne veut rien dire. Ça veut dire « ce n'est pas très expérience utilisateur ». Il manque un adjectif. Au moins, ce n'est pas une très bonne expérience utilisateur. Celui-là, pareil, je l'ai beaucoup entendu. C'était un peu la phrase à la mode à un moment où le mot UX, tout le monde s'est dit qu'il pouvait l'utiliser à son goût. Et du coup, comment est-ce qu'on rend ce feedback beaucoup plus actionnable ? C'est par exemple de demander est-ce que les utilisateurs ils vont voir le bouton qui est positionné sous la ligne de flottaison. Ça aussi, c'est un commentaire qu'on a beaucoup entendu, mais qui déjà au moins ouvre à la discussion. C'est se poser la question est-ce que dans le contexte d'usage, donc l'impact souhaité, c'est-à-dire que le bouton soit cliqué, est-ce que c'est le bon positionnement? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas le remonter? Ou pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là? Et c'est au moins essayer de discuter avec le même langage que l'équipe design. Donc on va arriver à la fin de notre présentation. Après, on a un petit jeu pour vous si ça vous intéresse. Déjà, juste pour résumer un petit peu, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ce qu'on peut retenir déjà, c'est que faire des feedback design, c'est pas quelque chose d'inné. Faire des feedbacks de manière générale. Moi, je sais pas vous, mais moi perso, j'ai dû bien travailler sur moi pour apprendre comment faire de bons feedbacks. Mais on peut faciliter la discussion autour de ça et notamment essayer de désamorcer quand on a un mauvais feedback ou un feedback sur lequel, ok, mais on ne sait pas trop quoi en faire, en utilisant par exemple une checklist qui va être accessible à l'ensemble de l'équipe, qui va être quelque chose des principes qui sont partagés, où on peut se poser notamment 3 questions. Déjà, est-ce que c'est le bon moment pour faire ce type de feedback? Est-ce que je suis en train de discuter de la couleur d'un bouton sur un prototype? Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce qu'on est suffisamment avancé sur l'aspect technique pour venir aller dans le détail du découpage technique? Ensuite, est-ce que je parle depuis mon expertise? Est-ce que ce que je mets en avant, ce que j'apporte, c'est mon expertise? Et là, quand on parle d'expertise, on se réfère souvent à la question de quel métier tu fais, mais il y a aussi parfois des expertises qui peuvent être, là on est en train de travailler sur une application de sport, moi je suis hyper sportif, les applications de sport je connais très bien, donc mon avis en tant qu'utilisateur a du sens aussi. Mais déjà, si on sait que ton expertise c'est ça, parce que ta justification c'est ça, on va pouvoir avancer ensemble. Et ensuite, est-ce que mon feedback il est descriptif, constructif et ouvert? Donc est-ce qu'il fait avancer la discussion? Ou est-ce que finalement, il amène à faire un peu de surplace et juste à se braquer les uns les autres? Donc ça, nous, c'est un peu ce qu'on voudrait utiliser demain si on se retrouve face à un feedback qui ne nous fait pas beaucoup avancer. Vous pouvez aussi personnaliser tout ça pour ce qui vous correspond le mieux, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment des points sur lesquels il faut être attentif. Et alors, le petit jeu. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous entraîner. Donc ça, c'est notre QR code si vous voulez donner un feedback sur notre présentation. Et donc, n'hésitez pas déjà à nous dire ce que vous en avez pensé, mais également à nous donner votre feedback sur cette slide. Donc, imaginons que vous êtes à votre keynote annuelle d'entreprise, que le stagiaire vous envoie ça, en disant « Hey, ça te va comme slide de fin ?» Qu'est-ce que vous lui faites comme feedback constructif?
pour qu'ils puissent l'améliorer. Alors, s'il y en a qui veulent s'essayer à nous faire des retours en direct, vous pouvez. Sinon, vous pouvez les mettre sur Open Feedback aussi, si vous voulez. Voilà. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Et si vous avez des questions, voilà, si vous avez des questions, on a un peu de temps. Quelqu'un veut oser le petit feedback sur... Oui. Oui. C'est pas forcément pour faire un Oui, bien sûr. je pourrais en parler. Mais juste pour élargir ce que vous disiez, je trouvais ça hyper intéressant à ce que vous montrez, ce que vous avez mis en place chez Unique avec les différents rituels pour en prendre. Moi, je me pose quand même la question. Je suis coach profil, évidemment, je travaille avec beaucoup de product designers. L'une des failles que je vois, c'est pas tellement sur être capable de répondre à un feedback et on va rentrer dans le factuel, on va faire le truc. Ok. C'est aussi la façon dont est présenté le travail, je trouve, du product designer. C'est-à-dire que bien souvent, malheureusement, ils vont pas raconter une histoire. Au mieux, ils vont dire, bon bah, alors je suis un utilisateur, je vais faire ci, je clique là, machin, mais ils m'expliquent pas leur choix de design. Et du coup, si on fait des feedbacks, ils vont pouvoir argumenter parce qu'ils n'ont pas fait les choses par hasard, évidemment. Mais je trouve ça dommage aussi qu'ils ne rappellent pas le contexte de, en fait, notre intention, je ne sais plus, vous donner un exemple tout à l'heure, par exemple sur un formulaire, c'est de cliquer, de rappeler en tel contexte, là on a fait un formulaire dans tel contexte, c'est ça l'objectif, l'impact qu'on va aller, donc on a fait ces choix design-là. Ouais. Je trouve que bien souvent on est obligé de faire du feedback pour qu'ils nous racontent l'histoire et qu'on comprenne. C'est ça. Alors qu'ils pourraient aussi mieux le préparer, je trouve. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'on fait donc des product reviews. Enfin, chez eLay, par exemple, c'est notre format de faire. On a une sorte de template de slide qui se refait le contexte, de où on est parti, que ce soit sur la data, sur la discovery qui a été faite, jusqu'à la solution qu'on propose. Et là, c'est le moment où on va arriver en disant « on a aussi exploré telle ou telle piste, et celle-là, on les a sorties parce que ça répondait pas bien au test utilisateur, parce que on avait de la data d'usage qui nous a montré que c'était pas bon. » Tu vois, on va essayer, pendant ces moments-là, d'aller un petit peu justifier nos choix. Et après, ce que nous, on aime bien faire aussi, c'est... Bon, là, c'est un peu pour ceux qui aiment bien chercher les pourquoi du comment, c'est qu'on, sur nos Figma, on laisse toujours toute la partie idéation qui est commentée ou des choses comme ça, où les gens peuvent aussi aller fouiller. Parce que moi, parfois, j'ai des gens, je supprime rien, en fait. Au pire, je mets en opacité, en disant, regardez Ignorer. pas ça, c'est pas la version brouillon. Finale, c'est les brouillons. Mais si vous avez envie de voir mon cheminement et les notes que je me suis laissées en disant cette piste-là, après discussion avec un tel, on l'a skippée parce que c'était pas la bonne, c'est aussi un des petits moyens. Mais après, c'est vrai que ça demande aussi beaucoup de temps d'aller justifier tous ces choix en permanence sur tous les sujets. Donc on peut aussi, en tant que designer, se dire j'attends aussi qu'on me pose la question. Ouais. Après, aussi, de mon côté, en tant que justement quelqu'un qui a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses, parce que en tant que QA, je vais aussi questionner parfois la stratégie. Pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est important de faire ça ? Quelque chose que j'apprécie chez Ilex, c'est qu'on a un système en fait, où on a donc du coup les user stories, et en fait, au-dessus de ça, on a des initiatives. Donc là, c'est en gros comment on va répondre à un problème ou une opportunité qu'on a identifiée. Et tout ça, pareil, c'est des choses qui sont accessibles à tous. Alors bien sûr, il faut prendre la peine d'aller les lire. On ne nous les présente pas comme ça. Même si, en l'occurrence, nous, quand on fait en général des refinements, on les fait sur une initiative, ou en tout cas sur une partie de l'initiative. Donc du coup, on nous présente vraiment le contexte. Par exemple, là, récemment, on a travaillé sur le fait qu'il y avait des utilisateurs qui s'inscrivent chez nous, qui font un contrat et qui ont des impayés. On veut modifier la manière dont on leur présente la manière dont on va faire des prélèvements, etc., pour qu'ils comprennent mieux. Parce que pareil, on s'est retrouvé avec des gens qui ne comprenaient pas leur premier prélèvement, parce qu'on fait un prélèvement en prorata, etc. Enfin, un prélèvement qui n'est pas du montant de la mensualité à laquelle ils s'attendent. Du coup, ça leur fait peur. Du coup, ils se désinscrivent. Donc là, nous, en tant qu'équipe technique et design, on comprend très bien le contexte. Le contexte, c'est on perd des utilisateurs parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on leur fait des prélèvements. Ils ne comprennent pas parce qu'on ne leur présente pas bien. Et du coup, l'impact qu'on cherche à avoir, c'est de mieux leur présenter pour les garder, pour éviter d'avoir des gens qui auraient très bien payé, mais qui s'en vont parce qu'ils ont peur de la manière dont on fait les choses. Et ça, du coup, c'est présenté dans les initiatives, qui sont comment on répond au problème. Le problème, les gens s'en vont, comment on y répond, on présente mieux les choses. Donc déjà, on comprend aussi vraiment dans quel contexte on se place. Et ensuite,
plus dans le détail des choix techniques, des choix au niveau des maquettes, etc. Là, on va en général plutôt effectivement se baser sur, on fait du feedback nous et on voit s'il y a des choses qui interrogent. Mais déjà, le fait de comprendre le contexte, ça aide énormément. Ouais, mais je trouve que c'est très rare en vrai. Je suis d'accord, ouais. Que ça soit- Effectivement, ouais. que les gens prennent la peine orale. Et du coup, juste par rapport à ça, si vous deviez présenter le stagiaire, si vous deviez nous présenter la classe en projet prévu, ça devrait quoi? Moi, je veux d'abord qu'il me la présente avant de faire mon feedback. Ah oui. Celle-là, Vous n'êtes pas obligé de le faire. Non, mais c'est vrai, c'est un bon point. alors celle-là, je suis allée chercher comment faire les pires slides sur Google. C'est ça, mon contexte. Ça, c'est ma réflexion. Je me suis dit que j'allais mettre des couleurs qui n'avaient aucun sens les unes avec les autres. Du qui comics surtout- en MS. Et surtout qui n'étaient rien cohérent avec le reste. Évidemment, là, je cherche À faire une mauvaise expérience. à faire une mauvaise expérience et à creuser le truc. Enfin, voilà, je l'amplifie énormément. Évidemment, logiquement, je te dirais, oui, ben écoute, j'ai tenté quelque chose. Je me suis dit qu'on allait innover avec cette slide-là en me disant que là, entraînez-vous, c'était vraiment le texte que je voulais mettre en avant. Donc, j'ai vraiment mis les couleurs les plus flashy que je connaisse. Et là, je voulais quand même que ça reste un peu ludique. Donc, sur la typo, j'ai testé quelque chose. Tu me diras ce que tu en penses. Voilà. Et le QR code, par contre, il est gros, il est bien mis en avant. Ça sera, vu que c'est ce que les gens on veut qu'ils nous fassent du feedback, on verra. Et c'est super. Et bon, du coup, bah voilà, là, on pourrait faire des retours sur, ok, mais est-ce que c'est cohérent avec le reste du design system? C'est pas, on réutilise pas les couleurs de la slide, etc. Enfin, voilà, il y a moyen de faire. Mais effectivement, oui, je suis d'accord, le contexte ici, là, il est volontairement un peu trollesque, mais. Voilà. Il y a d'autres réactions, questions, débats? Vous avez eu 2 commentaires sur le live. Ouais. Démimil qui dit génial, Nicom RL31 qui dit super présentation, bravo. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Et je crois que Roman, tu avais une question. Oui. J'ai toujours des questions. Merci déjà pour la présentation, c'est très cool. L'art du feedback, c'est super important. Vous avez évoqué à un moment du coup des feedbacks qu'on peut avoir de plein de personnes différentes, notamment des équipes stratégiques, stakeholders, CEO et j'en passe, qui ont en effet la plupart du temps des feedbacks pas très argumentés. Est-ce que vous avez des conseils du coup sur comment essayer petit à petit de leur apprendre aussi à faire du feedback? Parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression que, vous me direz si vous êtes d'accord, plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est difficile de dire alors ton feedback il n'est pas très bien parce que... Non. Enfin, moi, pour en recevoir beaucoup, et que je disais, quand je travaillais chez Mapster, du coup, je travaillais avec mon CEO, donc voilà, il n'avait pas le temps, il n'a jamais le temps, mais par contre, il a le temps pour passer sur une maquette, de dire c'est moche et j'aime pas. Et pas plus. Du coup, tu vas pas pouvoir le faire changer, genre, à part si tu as une discussion en one-one avec lui où tu lui expliques, tu fais la presse et tu lui expliques pourquoi c'est bien. Moi, ma manière de faire, c'est tu réponds au feedback et c'est toi qui vas chercher et poser toutes les questions. Merci pour ton commentaire, mais là, je n'arrive pas trop à voir comment... il va falloir mon doigt, je pense. Ouais. Je vois pas... Enfin, j'ai du mal à comprendre comment le rendre actionnable. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ta façon de penser? En fait, c'est un peu énergivore, en fait. C'est ça le problème. C'est que c'est à toi d'aller poser toutes les questions et pour essayer de creuser le sujet par toi-même. Moi, j'ai 2 trucs, mais c'est un peu facile à dire parce que moi, je ne suis pas forcément trop confrontée au problème. Le premier, c'est pas forcément le plus facile à mettre en place, mais c'est essayer de trouver un sponsor, quelqu'un qui a plus de poids que nous, parce que ça arrive, quand on est vraiment en bas de la chaîne hiérarchique, on n'a pas d'autre choix que de trouver quelqu'un qui va avoir le même avis que nous. Ça peut aider, surtout si c'est des personnes qui sont à peu près au même niveau hiérarchique que la personne qui nous fait le feedback et qui monte son autorité. Et après, sinon, j'ai envie de donner une réponse qui n'est pas forcément très... elle n'est pas très politiquement correcte, mais épuisez-les, en fait. Donnez-leur le plus d'explications possibles. Justifiez-vous jusqu'à ce que ce soit épuisant. C'est pas le meilleur conseil du monde, je ne suis pas sûre que ça marche forcément, mais en tout cas, vous avez une raison. Vous êtes là, vous êtes expert, vous êtes payé pour ça. Vous avez des raisons de faire les choses, expliquez-les. Et expliquez-les, même si je sais que c'est fatigant, je me doute bien que ça doit être épuisant. En vrai, c'est quelque chose que j'expérimente aussi un petit peu en tant que QA. Des fois,
on a besoin de justifier pourquoi est-ce que, oui, mais là, c'est vraiment important de faire de corriger ça ou de faire ce retour-là. Enfin, voilà, c'est vraiment important d'améliorer cet aspect. Voilà, des fois, c'est juste l'art de la répétition. Des fois, ça marche. Bon, des fois, ça marche pas. Mais ça se tente. Voilà, vraiment, justifiez-vous. Enfin, il faut aussi se dire aussi, on a la légitimité à faire ce qu'on fait. Encore une fois, on est expert. Enfin, vous êtes expert surtout. Vous êtes payé vous êtes payé pour ça. Vous êtes là pour apporter votre expertise. Ok, la personne en face, c'est son bébé. Elle a son avis. Mais voilà, vous avez une légitimité. Ça, faut pas le remettre en question, même si c'est compliqué et que. Je crois qu'on avait une question là-bas. Ouais. Moi j'ai deux questions et la réponse à la première peut entraîner un changement dans la deuxième. Est-ce que vous avez de la user research chez ILEC? Ouais, c'est nous les product designers qui nous en chargeons. Donc chaque squad, moi pour ma squad, je gère ma research. Ouais. Ok, parce que en tant que UX, vous pouvez vous offusquer que les feedbacks qui vous sont faits ne sont pas forcément de bonne qualité et c'est un peu pareil si je compare votre métier à la restauration. Bien sûr, vous ouais. allez avoir des clients qui vont dire votre plat est dégueulasse. Ok, mais encore. Et ça, c'est vraiment le travail de la user research, Ouais. que d'aller chercher justement et de gratter les routes causes. Après, je viens d'un monde où on a tendance aujourd'hui à aller chercher du feedback utilisateur. Donc, quand je dis utilisateur final, celui qui utilise le produit, très en amont Ouais. en fait, du cycle. Donc là, vous n'en avez peut-être pas parlé parce que c'est une conférence et je voulais être synthétique, mais sur la phase de, vous l'appelez exploratoire, discovery. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous faites intervenir vos utilisateurs finaux? Ouais, de toute façon, là, oui, la presse, elle est très orientée feedback interne. Ouais. Mais après, nous, oui, on a de la research tout au long du projet. Donc, ça peut être, déjà, tu as la disco dès le départ, on va faire des interviews, on se base sur des... En général, on commence quand même un projet en ayant une base de verbatim. En tout cas, il y a un besoin identifié ou quelque chose comme ça. Ces clients-là, on les identifie, on sait leurs besoins, on peut les recontacter pour refaire des interviews, faire des tests utilisateurs. En fait, toute la recherche qu'on fait va aussi nourrir de comment on peut répondre à un feedback. Dans ce truc-là, on l'a testé avec des users, ça a bien réagi. Voilà. En tout cas, La difficulté souvent que les UX ont, c'est de convaincre effectivement des choix qui sont faits aux parties prenantes internes. Et voilà, ça transparaît dans votre présentation. Et aujourd'hui, clairement, le meilleur moyen d'aligner tout le monde, c'est de faire parler les clients. Exactement. Et une des valeurs chez ILEC, c'est centré utilisateur. Donc on a 3 valeurs, c'est fier d'être vert, pirate et centré utilisateur. Et du coup, quand on arrive avec un verbatim ou des choses comme ça, on a la chance, en tout cas, d'être très bien écouté. Cette partie-là, ça permet justement de justifier nos choix en disant on a testé 2 versions en test utilisateur, celle-là a mieux réagi. On est très data aussi. Donc si on monte par A plus B qu'une version réagit mieux, allez, banco. On ne va pas tergiverser, l'utilisateur a raison. Et je pense qu'on ajoute aussi ce truc on fait de la recherche en amont et on va aussi faire du monitoring après. Donc on n'hésite pas à faire de l'A/B test, on n'hésite pas à se dire que on teste des choses, donc oui, peut-être que ça ne marchera pas, mais ça, c'est l'expérience qui nous le montrera. Et voilà, on essaie de mesurer ça aussi de cette manière-là pour s'assurer qu'on reste cohérent avec le fait de faciliter l'expérience utilisateur et pas nos avis internes. Les Lightning Talks vont commencer. Ouais. Donc, je vous propose d'en parler avec Marco et Camille à la pause déjeuner cet après-midi. Merci.